Europe 1. Nikos Aliagas, alors que l'armée syrienne enchaîne les reconquêtes territoriales face aux rebelles et à l'État islamique, vous recevez ce matin un écrivain, aventurier, cinéaste, marin, officier réserviste et pilote, Patrick Franceschi. Il publie Éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pour tant de désarroi aux éditions Grasset. C'est vrai que le CV est impressionnant. Bonjour Patrick Franceschi. Bonjour Nikos. Je voulais vous recevoir ce matin d'abord car j'ai beaucoup aimé votre livre. On va en parler dans un instant de ce samouraï qui est selon vous un humaniste combattant. C'est déjà un premier paradoxe, mais l'actu d'abord, avec les Kurdes de Syrie qui combattent Daesh et qui luttent pour un État indépendant, ils sont en passe de gagner? Territorialement, c'est clair. Dans la dernière région de l'Euphrate, dans les jours qui viennent, ce sera terminé. Ce qui est important à comprendre, puisqu'on parle aussi du retrait des Américains ou des Français, des gens qui les ont aidés pendant 5 ans, pendant cette grande campagne militaire, c'est que, idéologiquement parlant, le combat n'est absolument pas achevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'idéologie islamiste, la haine de tout ce qui n'est pas soi, est encore dans les esprits dans ces régions-là. Et pas seulement dans ces régions-là, elle se répand. Et que par conséquent, c'est pas parce qu'on a vaincu territorialement, mécaniquement, humainement, physiquement, ceux qui combattaient les armes à la main pendant un certain temps, que l'affaire est achevée. Si aujourd'hui, on abandonnait les territoires kurdes, c'est-à-dire ce bouclier anti-islamiste que les Kurdes ont installé, Donald Trump en rapatriant ses 2000 soldats. C'est ce qu'il a annoncé. Mais il est revenu sur sa décision, et la France a joué un grand rôle là-dessus pour le convaincre de se retirer peut-être, mais certainement pas immédiatement, et certainement pas en laissant les Kurdes aux mains à la fois du régime syrien ou des Turcs. Voilà. Donc les Turcs pourraient effectivement venir à bout des Kurdes qui ont fait le sale boulot pour l'Europe, en gros pour les Occidentaux, on va dire, et qu'on pourrait abandonner. Les Kurdes ont avec nous combattu notre ennemi commun, c'est-à-dire cet ennemi qui avait mené par exemple les attentats en France. Mais ils étaient aux premières loges. Aux premières loges. Ils ont payé le prix du sang, combattants et combattantes, vous savez qu'à peu près 30% des combattants kurdes sont des femmes, et le prix du sang qu'ils ont payé mérite, à tout le moins, qu'on ne commette pas la faute morale de les abandonner quand le travail, encore une fois territorial, est terminé, et la faute politique, en les abandonnant, de voir le retour, justement, de l'islamisme dans ces régions-là. C'est-à-dire d'avoir rien fait, de revenir en arrière. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Patrice Franceschi, à côté des Kurdes? Vous étiez là-bas en tant que militaire? Non. Moi, je suis un écrivain engagé. Quand les Kurdes, qui sont de vieux amis, c'est-à-dire que je participe à cette révolution kurde, par exemple, militairement depuis le début, aussi, dans tous les domaines, et ne me posez pas davantage de questions j'entends. sur des choses qui, au fond, n'ont pas un grand intérêt. Pourquoi? Simplement parce que moi, je ne fais pas grand-chose. Ce sont les Kurdes qui font tout le travail. Et que simplement, quand ils étaient seuls au tout départ, et qu'ils m'ont demandé, parce que j'ai une longue histoire avec les Kurdes, de venir en Syrie et de voir ce que je pouvais faire pour les aider, je me suis dit, ça va très mal, parce que si c'est que moi, c'est que ça va vraiment très mal. C'est qu'ils sont seuls, oui. Un dernier mot sur la Syrie. Le ministre Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué le rapatriement de 130 Français djihadistes détenus par les Kurdes, justement. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? On n'a pas tellement le choix on ne peut pas ne pas s'occuper de nos ressortissants, aussi criminels soient-ils. Simplement, les derniers entretiens que j'ai pu avoir là-bas, il y a 1 mois et demi, notamment avec les femmes djihadistes françaises, notamment des convertis, et je l'ai déjà écrit, me laisse penser et de toute façon, ce sont des bombardements qu'il faudra gérer. C'est pas si simple que ça. On ne déradicalise pas des idéologues. C'est une faute de penser qu'il y a dans leur esprit un problème psychologique ou je ne sais quoi. Nous sommes face à une idéologie, et par conséquent, comme les nazis à une époque, car c'est le plus grand totalitarisme que le XXIe siècle connaisse, et donc on ne déradicalise pas, on combat. On combat, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le combat sur le terrain doit se poursuivre, mais celui-là va être achevé. Le combat dans les têtes, idéologiquement, et ici, dans notre pays, et dans notre pays, c'est un combat idéologique également. Et quand je parle d'éthique, ou d'éthique combattante, dans votre ouvrage Éthique du samouraï c'est justement pour le côté samouraï dans cette affaire-là, dans ce livre-là, dans les propos de Toshiro Izoguchi, c'est simplement... C'est un grand maître japonais, hypothétique ou pas. Voilà, on peut laisser planer un certain mystère, mais c'est quand même mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce terme de samouraï, il veut simplement dire qu'il faut débarrasser notre humanisme des scories qu'on lui a mis depuis quelques dizaines d'années pour lui redonner ce qu'il a toujours été, combattant. On ne peut pas défendre ni une éthique, ni un droit, ni quoi que ce soit. Aucun ne peut exister s'il n'y a pas une force pour le défendre. Et aujourd'hui, nous avons besoin de savoir clairement, que ce soit pour l'idéologie islamiste ou pour le reste, clairement dans quelle pensée on est, parce que nous aurons, si les orages de l'histoire se rapprochent, avoir à nous battre d'une manière ou d'une autre. Et Éthique du samouraï moderne, c'est simplement le petit vademecum, à mes yeux, que j'aurais voulu avoir il y a longtemps, à garder à portée de la main, comme les stoïciens dans les manuels d'autrefois, c'est-à-dire ce qu'on garde à portée de la main pour défendre aussi bien son esprit que son corps.
dans les moments, moi je parle de désarroi, c'est ce qui me semble caractériser l'époque, mais dans les moments de tourmente, évidemment, qu'ont pu connaître nos anciens, par exemple. Qu'est-ce que vous recherchez, Patrice Franceschi? Très vite, vous avez quitté l'île de Beauté à la conquête du monde, ou plutôt dans un voyage introspectif à travers les peuples que vous avez croisés. Vous êtes allé au Rwanda, vous avez fait la guerre en Afghanistan, vous avez été là en 89 quand les Ceausescu sont tombés en Roumanie. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que d'un côté, vous écrivez, de l'autre, vous filmez, vous faites des documentaires. Mais il recherche quoi, l'homme que vous êtes, l'intellectuel? C'est une question très intéressante, mais qui demande un peu de temps. En réalité, en quelques minutes. Je pense que vous connaissez l'injonction de Pindare, il y a 2500 ans. Bien sûr, présocratique. Oui, et qui était ne cherche pas au mon âme la vie éternelle, mais cherche à épuiser le champ du possible. Pour moi, il n'y a pas de développement personnel, ce grand mot dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ça, vous n'aimez pas, hein? Je n'aime vous pas n'aimez pas les émotions. Non, je dis simplement que la raison, une des maladies de notre siècle, c'est la domination de la raison par les émotions. Ouais. C'est l'inverse qu'il faut faire. Les émotions, c'est un truc formidable, mais ce qui caractérise notre humanité, c'est deux choses. L'emploi de notre raison et l'emploi de notre liberté. Ce que je vois, ce qui s'érode aujourd'hui, par exemple, c'est pas tant les libertés elles-mêmes, mais la volonté de vivre libre, c'est-à-dire de penser et d'agir par soi-même. Et quand j'écris Éthique du samouraï moderne, c'est pour essayer de redonner cette idée que le danger qui nous guette, c'est pas tant ou les guerres, les choses comme ça, mais cette idée même que, au fond, vivre libre, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux qu'on s'en passe ou qu'on nous dispense même de la plus grande des fatigues qui est de penser par soi-même. C'est la fable du loup et du chien. J'entends. Et je pense que la domestication dans laquelle on essaie de nous pousser petit à petit méritait qu'on y réfléchisse et de trouver quelques solutions sous forme d'un petit vadémécum. Est-ce qu'il y a une résonance, sans faire d'anachronisme ou de comparaison hasardeuse, avec ce qu'on entend dans la rue aussi, tous les samedis? Vous parlez de domestication, des gens qui sortent dans la rue et qui disent nous on n'est pas d'accord, ouais. on nous embobine, on nous ment. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Alors non, pas tout à fait, parce que nous vivons, au-delà du fait que nous vivons l'époque post-héroïque, nous vivons aussi l'époque de la post-vérité. C'est même d'ailleurs théorisé comme ça. Et le danger, c'est de penser que, au fond, c'est pas très grave. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que ça veut dire pour tout ce que l'on voit, le philosophe, tout ce que l'on voit finalement est suscité par du désarroi qu'il n'y avait pas à une époque où nous étions plus sûrs de nous-mêmes ou du monde tel qu'il allait devenir. Une des grandes questions que la plupart des gens sentent ou pensent ou disent, c'est qu'on ne sait pas très bien, d'abord où on va, civilisationnellement parlant, et nous ne sommes pas qui nous sommes déjà, et en plus de ça, de ce que l'homme va devenir vraiment. Qu'est-ce que va devenir l'homme demain? C'est la grande question existentielle à se poser aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, et tout le reste. On ne sait pas très bien. Géopolitique. Et donc, les gens, au fond, parce qu'on ne leur répond pas clairement à cela, ou que personne, tout le monde est dans le brouillard, eh bien ça génère du désarroi, de l'angoisse et des réactions pas forcément intelligentes ou pas forcément raisonnées. Voilà. Mais c'est le problème du siècle tout de même. C'est une histoire de projection difficile à faire et peut-être aussi d'identité. Votre ouvrage, pour moi, était un régal. Ça s'appelle L'éthique du samouraï moderne chez Grasset. Vous citiez tout à l'heure Pindare. Je vais vous répondre avec Parménide, je crois, qui dit formidable. Deviens ce que tu es. C'est peut-être ça, un dernier mot pour clore cet entretien. Alors, quand Parménide ou Héraclite ou tous les autres, ou Socrate plus tard, connais-toi toi-même, etc., essaie de faire comprendre que nous avons au moins une fonction, c'est de devenir nous-mêmes. Dans l'éthique du samouraï, j'en rajoute une deuxième, nous avons aussi comme fonction de combattre le chaos. Et ce que j'appelle le chaos, c'est ce qui risque de venir, c'est à la fois la guerre de tous contre tous, et en même temps, cette érosion de la volonté de vivre libre. Voilà, moi j'écris ce livre pour essayer de défendre cela, et de, comment dirais-je, mettre même moi-même en place complètement mes idées là-dessus, en 327 propos que je place dans la bouche évidemment d'un japonais. Patrice Franceschi, Éthique du samouraï moderne. Merci d'avoir été avec nous, un ouvrage publié chez Grasset.